Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Il y a exactement 40 ans, ça ne nous rajeunit pas pour pour ceux qui s'en souviennent, le 26 avril 1986, il y a eu l'accident, l'incident, l'explosion, les radiations qui se sont transmises à travers l'Europe de Tchernobyl. Évidemment, ce nom vous est connu, même si vous êtes jeune, même si vous n'avez pas été présent, ou même si vous n'avez pas visité ce lieu. J'ai visité Tchernobyl, la centrale de Tchernobyl et toute la région autour, en 2008 ou 2009, tout d'un coup j'ai un doute. Aujourd'hui, je voudrais vous relater un petit peu l'expérience de cette visite. Alors, il ne s'agit pas, alors j'ai pas l'intention de vous refaire un historique de ce qui s'est passé ce 26 avril 1986. Les conséquences, évidemment, ont été terribles. Tout d'abord sur la santé des intervenants, sur la santé des habitants de cette zone. Et là, nous avons des leçons à en tirer en termes de survie, en termes de préparation, en termes aussi de réaction et de bonne réaction à ce genre d'événement. Nous verrons que, enfin, je vous expliquerai que ces événements, évidemment, sont très rares, très peu probables, et que de toute façon, si vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé, il y a une très bonne série qui a été faite basée sur des livres. Vous la trouvez assez facilement sur Internet, mais surtout l'histoire officielle et l'enquête qui a eu lieu après cet incident, déjà a beaucoup embarrassé et a contribué à la fin de l'Union soviétique, qui était le pays qui à l'époque, le régime politique qui à l'époque gérait la Russie et certains pays satellites autour. Mais évidemment, c'est l'incompétence, une série d'erreurs, une série d'idéologies qui faisait que c'était pas possible que ce genre d'accident arrive, et ben, qui a fait que lorsque l'accident est vraiment arrivé, les réactions n'ont pas été bonnes, ont été en retard, malgré évidemment l'héroïsme des gens qui ont contribué à limiter les dégâts. Et ça, on l'a vu très très bien, on le voit très très bien lorsqu'on visite. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore visiter, je pense que oui, la zone est sécurisée, elle l'était déjà à l'époque, en 2008-2009 quand j'y suis allé. Je crois que c'est en 2009. Et en tout cas, voilà, mon but est de parler un petit peu de ce que j'ai vu à l'époque, de ce qu'on a pu voir. Je vais mettre quelques photos ici en incrustation. Et puis, c'est quelque chose, donc cette visite et évidemment l'étude de Tchernobyl a influencé en partie l'écriture du livre. Je vous en parle brièvement, mais j'ai coécrit ce livre NRBC avec un ancien responsable de cellule NRBC, ça veut dire nucléaire, radiologique, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, biologique et chimique, du GIGN. Donc, son nom de plume, c'est Chris Millennium. Et donc, Chris a coécrit avec moi ce livre qui parle de comment on se prépare face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, et donc comment les comprendre avant de, évidemment, se préparer. Je vous encourage évidemment à le lire, il est sorti en 2016. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a toujours beaucoup de succès. On avait parlé de potentielle pandémie en 2007, en 2016 quand il est sorti. On avait parlé aussi de risque de guerre nucléaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui se passe en Ukraine et même entre l'Iran et Israël depuis quelques années. Le risque est revenu sur le devant de la scène. Les risques biologiques, bien sûr, avec la pandémie, on en a eu jusque-là, même si c'était une fausse pandémie. Mais enfin bon, c'est toujours intéressant de s'y apprendre. L'aspect chimique, ce sont des accidents industriels. Voilà, pensez, vous souvenez à Rouen, là, cette usine d'hydrocarbures qui avait cramé. Bon, là, vous en avez dans toutes les villes, près de chez vous. Ce sont des préparations simples, des réactions simples. Tout ça, on l'explique dans le livre. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de l'aspect radiologique et utiliser cet anniversaire, ce triste anniversaire aujourd'hui, parce qu'il y a eu aussi de conséquences évidemment sur les populations civiles de la ville Pripyat, la ville où se trouvait ce réacteur, c'est le réacteur numéro 4 qui a explosé, c'est un des, je crois qu'il y en avait 6 au total, c'était des réacteurs RMBK, je crois, c'est le modèle soviétique, on s'en fout, mais en tout cas, ils étaient plusieurs, et aujourd'hui, je crois qu'encore quelques-uns fonctionnent. Donc, la contamination a été confinée je crois que deux réacteurs ont été arrêtés définitivement. Évidemment, celui qui a explosé, explosion massive. Allez voir les informations, c'est spectaculaire à quel point ça a explosé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la population de la ville Pripyat, dont notamment les familles des travailleurs dans cette centrale nucléaire, dans ces centrales nucléaires, dans cette centrale avec plusieurs réacteurs, eh bien, n'ont pas été évacués tout de suite. Et c'était une ville extrêmement moderne pour l'Union soviétique.
voilà, c'était une ville nouvelle, fabriquée dans le style des années 70-80, avec des grands immeubles, des grands boulevards très bien aérés, des écoles, des salles de jeux pour les enfants, des aires de jeu, vraiment une ville modèle, selon l'urbanisme soviétique. Et eh bien, il a fallu pas mal de temps, je crois qu'il a fallu plus d'une journée entière, donc plus de 24 heures, sauf erreur si je m'en souviens bien, avant que l'alarme ait été donnée pour évacuer les populations. Et pendant ce temps, eh bien, les populations, elles ont respiré un air contaminé, et de même que les populations des villes voisines en Biélorussie, légèrement au nord. Heureusement, la radiation a été, je vais vous mettre une carte de l'effet à travers l'Europe de cette radiation, n'a pas été si grave que ça, fort heureusement. Il n'y a pas eu des gens qui sont tombés comme des mouches. Mais enfin, selon les estimations faites évidemment plus tard, on pense qu'il y a eu un doublement des cancers dans la zone avoisinante de la centrale et des zones qui ont reçu beaucoup, beaucoup de retombées radioactives. Il faut savoir qu'une explosion dans une centrale nucléaire, même si elle est infimement improbable, là c'est un peu l'exception qui confirme la règle, eh bien, dégage malgré tout beaucoup, beaucoup plus de radiation et de poussière radioactive dans ce cas-là qu'une bombe nucléaire, et sur une distance peut-être plus grande. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de combustible, il y a beaucoup plus d'uranium, de matériaux en fait radioactifs dans une centrale nucléaire que dans une bombe qui est toute petite, qui ne fait que quelques kilos au plus, alors que là, on parle de centaines de kilos de combustible qui ont été pulvérisés par l'explosion. Encore une fois, allez voir, et on explique un petit peu le processus de cette explosion, évidemment, dans ce livre, mais on explique surtout pourquoi c'est très peu probable que ça arrive, et que là, c'était un concours de circonstances assez exceptionnel. C'est comme les accidents d'avion, normalement, ça n'arrive pas, mais pourtant, il y en a quand même. Alors, j'y suis allé donc en 2008, on va dire 2008 parce que j'ai tout d'un coup un doute, mais lorsque j'y suis allé, j'avais mis je vais vous remettre la photo de ma visite. J'y suis allé avec un pote, Pavel, qui est ukrainien. Aujourd'hui, il habite en Allemagne, avec qui nous développions à l'époque un jeu de stratégie militaire. Ça n'a pas abouti, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, il travaillait, il était à Kiev, et j'avais rendu visite, j'étais déjà allé à Kiev pour affaires, et j'ai voulu y retourner. D'ailleurs, c'était dans le cadre d'un voyage d'affaires, mais je l'avais prolongé le week-end, et je lui avais proposé de venir avec moi visiter Tchernobyl, parce que c'est quand même sympa. On avait déjeuné la veille, et puis le lendemain, on est parti très tôt à l'aurore. On est parti en bus. Il y a des bus qui évidemment se rendent partout, à l'époque en tout cas, partout en Ukraine. Et nous étions arrivés à cette entrée où une agence avec qui organise des voyages, eh bien, nous l'avions mandaté, nous étions inscrits, et nous sommes arrivés donc à la limite de cette zone d'exclusion où les gens nous ont attendus. Et je suppose que ce bus emmène des gens vers la centrale, mais nous étions descendus à la frontière, si on veut, ce qui est une zone militaire. Et là, évidemment, l'agence en tout cas un guide nous a accueillis, et nous avons donné nos papiers aux militaires qui nous ont permis d'entrer, et nous sommes entrés dans cette zone dite interdite. Alors, il y a toujours des gens qui y habitent, hein. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu être évacués, il y a des gens qui étaient cachés. En plus, c'est devenu une zone un peu, je dirais pas de non-droit, mais de planque pour certains criminels, certaines personnes un peu marginales. On a retrouvé des gens qui ont occupé des maisons abandonnées et qui se sont installés, qui ont vécu. Bref, et puis la faune est giboyeuse. Il y a beaucoup de gens qui viennent chasser en douce. Aujourd'hui, les niveaux de radiation sont bien plus bas qu'évidemment juste après l'explosion. Il y a quand même une baisse très très forte et très rapide, heureusement. Mais comme je vous l'expliquerai, nous avions reçu un dosimètre, c'est-à-dire un instrument qui permet de mesurer le nombre de becquerels que vous accumulez dans la journée. Mais finalement, dans cette visite d'une journée de la centrale, nous n'avons eu que peut-être 10 fois la dose journalière habituelle, donc à peine moins ou à peine plus que faire un voyage en avion. C'est-à-dire rien qui peut influencer le corps. En revanche, le guide avait un compteur Geiger, et je vous encourage à vous acquérir un compteur Geiger. Tiens, je vais mettre le lien d'un pote, Savage Beast. Lui peut vous fournir des compteurs Geiger. En plus, ils sont adaptés pour les gens qui n'ont pas de notions scientifiques poussées, comme moi d'ailleurs,
et qui vont voir simplement des chiffres simples avec des niveaux d'alerte simples. Et vous n'avez pas besoin d'être un physicien pour comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça correspond, à quel niveau de danger ça correspond. Ça peut être pratique parce que justement, une explosion nucléaire ou une explosion voilà, une fuite d'une centrale, alors les accidents ça peut arriver, là c'est vraiment un gros accident, eh bien ça dégage des particules radioactives. Ces particules, vous ne les voyez pas, vous ne les sentez pas, elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas de couleur, elles ne picotent pas, et une fois que vous les avez surtout respirées ou ingérées, eh bien c'est un problème. La population d'ailleurs autour a surtout, alors la population de Pripyat, donc cette ville, a surtout subi par le fait d'avoir respiré des poussières sorties de cette explosion. Les populations autour, et surtout au nord en Biélorussie, il y a eu à peu près 200-250 000 personnes qui ont été traitées, et c'est très bien documenté. D'ailleurs, on parle de comment on se désintoxique, comment on se décontamine, non seulement sur vos vêtements, etc., mais qu'est-ce qui se passe si vous avez été contaminé à l'intérieur de votre corps parce que vous avez mangé de la salade sur laquelle était tombé, ou des choux, ou de sortes de légumes, et on explique justement quels sont les aliments qu'il faut privilégier en cas de contamination, et si vous ne pouvez pas faire autrement. Par exemple, le problème des animaux qui mangent de l'herbe sur laquelle, typiquement des vaches ou des moutons, qui mangent de l'herbe qui est contaminée, eh bien, vont ingérer ça à l'intérieur de leur corps. Ça va probablement les tuer au bout d'un moment, mais si ça ne les tue pas tout de suite, ces animaux peuvent être eux-mêmes consommés par la boucherie, ou vont produire du lait, voilà, du lait de chèvre, du lait de vache, etc., qui risque d'être contaminé aussi. Donc il faut faire très attention. Et puis si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu un problème, eh bien vous risquez d'être contaminé. Alors on peut espérer que quand même on va être au courant qu'il y a un problème. Mais enfin, si vous le savez et que vous ne pouvez pas bouger et que vous êtes dans une région qui a été contaminée, mais que vous n'avez absolument pas la possibilité de partir, parce que c'est peut-être la guerre ou parce qu'il n'y a pas la possibilité de s'en aller, eh bien, on explique dans le livre quels sont les aliments, quelles sont les pièces d'animal qu'on privilégie, comment on les prépare. Il y a une préparation, essentiellement, c'est les bouillir longtemps, qui permet de limiter la présence de particules radioactives, des radionucléides à l'intérieur, mais aussi quel genre de légumes. Par exemple, des légumes feuilles, typiquement les choux, eh bien, parce que, comme les oignons, vous imaginez bien, un chou c'est fait avec plusieurs voilà, couches. Les couches externes, elles ont été contaminées par les poussières qui tombent dessus, par exemple, et vous allez simplement enlever ces couches externes, bien les laver, attention, les gants et tout ça. Tout ça, c'est expliqué, et donc les préparer, et voilà, et vous allez peut-être pouvoir manger avec un risque bien moindre. Le risque ne sera pas zéro si vous êtes dans une zone décontaminée. Mais la preuve est que dans cette zone interdite d'exclusion, de plusieurs kilomètres autour des zones contaminées de l'époque. Alors au début, ils avaient fait un beau cercle d'exclusion, puis finalement, ils ont adapté aux endroits qui avaient plus ramassé des poussières. Et en plus, c'est une zone très plate, c'est une zone de marécage, avec de l'eau dormante, et ces radionucléides ont tendance à se poser dans cette eau dormante, dans la vase. Et là, évidemment, quand on a approché nos compteurs Geiger d'endroits où il y avait de l'eau dormante, un peu des petits étangs, là, effectivement, la dose était plus forte. Rien de grave, rien de dangereux, mais significativement de plusieurs facteurs, plusieurs centaines de facteurs par rapport à la dose normale, on s'approchait, on voyait. Donc là, il ne faut pas aller manger la vase. Je pense que de toute façon, vous ne le faites pas. Ce qui était aussi très intéressant, c'est lorsque vous entrez dans cette ville de Pripyat. Alors, nous sommes passés par la base militaire qui est autour. On nous a offert, ça faisait partie du prix de la visite, évidemment. On nous a offert un petit déjeuner. Petit déjeuner à la russe, à l'ukrainienne. C'était une soupe froide de betterave avec un peu de lard et de cornichons. Et c'était un morceau de pain, c'était tout à fait délicieux. Et une petite confiture, je crois, d'érel ou des choses comme ça. Et bref, nous étions allés dans cette... Oui, je m'en souviens encore. Et nous étions allés ensuite, évidemment, visiter cette ville. Et là, c'est spectaculaire parce que, d'abord, lorsqu'il y a eu le combat des pompiers et des militaires pour essayer
d'abord d'arroser, de limiter les flammes, de les éteindre, parce que tant que ça brûlait, ben, ça crée évidemment de la combustion, crée des poussières, des cendres qui vont dans l'atmosphère. Et ces cendres, eh ben, elles sont, en fait, c'est la centrale elle-même qui brûlait, c'est le réacteur qui, après avoir explosé, laisse plein de débris qui brûlent. Et dans ces débris qui brûlent, il y a des matériaux, évidemment, contaminés qui s'envolent. Et donc, ils ont essayé de couvrir ça avec du sable, de l'eau, et même beaucoup de pompiers sont rentrés pour faire ça avec des bulldozers, etc. Et il y a eu des morts, il y a eu bien sûr des gens très malades, et puis il y a eu aussi beaucoup de matériel qui ensuite ne pouvait plus être, qui était tellement contaminé, tellement recouvert de poussière, qu'on a préféré l'abandonner là. Et il restait, en tout cas en 2008-2009, il restait encore des restes de bulldozers, de camions militaires qui étaient voilà, mis dans une sorte de décharge qui était interdite au public. Malheureusement, la mafia locale, hein, vous savez, c'est nos amis de la mafia dite ukrainienne, mais qui n'est pas très ukrainienne, mais enfin bon, ont récupéré en douce énormément de ces anciens matériels et les ont vendus à la casse sans dire qu'ils étaient dangereux. Et donc ont propagé des contaminations. Et ces matériels volés puis revendus à la ferraille eh bien, ont servi à la construction d'immeubles, des fers à béton et des choses comme ça. Et donc ça a été un scandale plus tard en Ukraine. Alors ça, c'était déjà à la fin de l'Union soviétique. Après la fin de l'Union soviétique, donc dans la République d'Ukraine, malheureusement, dans certaines maisons, il y a des éléments qui proviennent de ce matériel contaminé. Mais enfin, on a pu voir des épaves de ces camions, voitures et autres qui avaient servi à l'époque. Je crois qu'il y avait même des hélicoptères, mais ils avaient été complètement désossés et démontés déjà à cette époque. Et puis, ensuite, nous sommes arrivés dans la ville. Et cette ville, ce qui est impressionnant, c'est que c'est une ville qui a été abandonnée et qui a été abandonnée alors en retard, plusieurs heures, plusieurs jours après l'accident. Mais lorsque l'ordre a été donné, les gens n'ont eu que quelques minutes, je pense que c'était moins d'une heure. Je pense qu'ils ont ils ont dit, vous devez partir maintenant. Ils ont eu à peine le temps de faire une valise et de partir. Cet ordre aurait dû être fait, évidemment, plus tôt. Et donc, le fait d'être parti fait que la plupart des gens, imaginez que vous deviez partir de chez vous dans les 5 minutes. Évidemment, vous n'avez pas le temps de ranger votre lit, de ranger vos affaires, ranger la cuisine, de faire la vaisselle. Vous partez dans l'état. Et vous laissez votre maison avec vos objets personnels dans l'état où elle est. Donc on retrouve des appartements encore avec les plats mis sur la table, avec la vaisselle dans l'évier. Évidemment, les années sont passées, donc la nature a un petit peu repris ses doigts. Alors c'est droit, donc c'est plein de poussière, c'est plein évidemment de plantes qui ont commencé à germer à l'intérieur même des maisons et sur les balcons. Et puis, évidemment, autour de ces grandes barres d'immeubles, la végétation pousse sans que personne vienne couper, enlever les mauvaises herbes, évidemment. Et donc, ça donnait déjà en 2008 un aspect de ville fantôme, semblerait-il. Aujourd'hui, c'est encore plus spectaculaire. Mais évidemment, je n'y suis pas. Et donc, cette ville de Pripyat a été abandonnée. Je me souviens, c'était assez touchant de voir, évidemment, dans les écoles, tous les cahiers, les gens avaient des masques à gaz, des systèmes de protection. Hein. Effectivement, ils les ont utilisés. Et puis au moment où ils sont partis, ben, tout ça a été abandonné, ou en tout cas une partie est restée sur place. Et donc on voit, on voit le gymnase, on voit la piscine, évidemment vide maintenant. Mais tout a été, on voit que c'était une ville avec tout un équipement sportif, académique, des écoles, tout ça de qualité. Enfin voilà, les soviétiques essaient de faire les choses bien. Et en tout cas pour les familles des gens importants qui travaillaient d'une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est très important parce qu'elle génère de l'électricité pour un pays. Et donc, ces gens avaient une priorité dans la qualité de la construction dans le système soviétique, communiste. Et donc, nous avions pu voir voilà, tous ces objets abandonnés, tous ces immenses restes de ce que les gens vivaient au quotidien, de ce qu'ils... et donc voir un petit aperçu, un cliché momentané de vie, mais figé pour à jamais et abandonné. Alors depuis, il y a eu un peu des vols, il y a eu bien sûr aussi des gens qui sont venus faire des graffitis, même des grands artistes qui sont venus faire des graffitis. C'est enculé, c'est un musée ancien. Qu'est-ce que tu viens faire tes graffitis? Pourquoi pas tu
pourquoi pas pisser sur les cahiers des gosses? C'est n'importe quoi. Bref, mais en tout cas, c'est devenu un peu un endroit iconique, abandonné, une ville fantôme qui inspire probablement dans notre inconscient collectif ce que pourrait ressembler le monde s'il était abandonné en cas de catastrophe globale, en cas de pandémie vraie, et de choses comme ça. Donc c'était assez spectaculaire. Euh, Évidemment, cette, euh, cette, euh, cette visite impressionne parce que vous imaginez, vous avez de l'empathie, vous imaginez à la place de gens qui ont quitté et qui ne sont peut-être jamais plus revenus, qui ont laissé leurs affaires personnelles, leurs photos. Alors il faut espérer qu'ils ont pris quelques objets de valeur ou quelques objets sentimentaux. Et puis combien de ces gens en fait ont été contaminés de manière euh, trop grande et soit sont morts, soit ont eu leur vie écourtée, ce qui est un peu la même chose que mourir en fait. Ont leur vie écourtée du fait d'avoir absorbé trop de ces particules radioactives suite à l'explosion. On estime que dans la totalité, sur les années qui ont suivi, le nombre de morts a été autour de 200 000, peut-être plus, peut-être moins. Vous savez, les statistiques, on peut les faire mentir. On ne saura jamais. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le nucléaire, malgré cet accident terrible, c'est une des sources de production d'énergie qui fait le moins de morts dans l'histoire. Le plus, et oui, le plus, la source d'énergie qui fait le plus de morts, vous pensez charbon, vous êtes proche, oui, le charbon est la deuxième source d'énergie qui cause le plus de morts du fait de la pollution de l'air. Non, non, le pire, c'est les barrages qui sont là. Nous, on adore ça en Suisse, on a toutes nos rivières qui sont avec des barrages, etc. C'est ce qu'il y a le plus sûr, mais le jour où ça casse, alors là, en dessous, c'est la mort certaine sur des villages entiers. Il y a eu dans l'histoire des ruptures de barrages des centaines de milliers de morts en Europe, en Asie, en Chine notamment. Il y a eu des catastrophes terribles, mais en Europe aussi. Et donc, euh, et donc voilà, rien n'est gratuit, rien n'est sûr à 100%. Et c'est intéressant de se préparer à comment réagir. Alors on a fini cette visite, je me souviens très bien, et c'est là où on a pris cette photo, face à la centrale, le réacteur numéro 4, dans une sorte de petit musée où on nous a servi un petit rafraîchissement, un petit verre de jus de fruits, hein, c'est pas d'alcool. Et donc on nous avait expliqué que voilà, à l'époque ils allaient construire un dôme. Alors je crois que ce dôme est fait, mais il est mal fait, c'est compliqué, c'est un gros bâtiment, il a des fissures, l'eau s'infiltre, et c'était un peu l'idée d'éviter que l'infiltration d'eau puisse aller sur le cœur, qui est en tout en bas encore à moitié enterré, et qui est toujours chaud, parce qu'en fait, le temps que ça se refroidisse prendra des centaines d'années. Et pour éviter que cette chaleur puisse, l'eau qui touche ces éléments encore chauds, puisse éventuellement se transformer en poussière, enfin, fasse une réaction comment on appelle ça, de vapeur, évidemment, et emporte avec elle des éléments radioactifs. Donc, ils essaient de limiter ça. Je crois que c'est en partie réussi. Et puis, même s'il y a des petites infiltrations, ça ne va pas re-exploser. Et malgré la guerre, cette zone n'a pas été touchée. Heureusement, la guerre de 2022 qui continue encore à l'heure où je vous parle, terrible. Eh bien, heureusement, cette zone a été légèrement prise par les forces russes, puis ensuite récupérée par les forces ukrainiennes. Mais voilà, ça n'a pas tellement d'intérêt si on ne peut pas le garder, parce qu'en plus, ça coûte, il faut l'entretenir et faire attention que ce soit sécurisé. Bref, c'était un voyage qui m'avait beaucoup impressionné, qui m'avait beaucoup peut-être influencé dans ce que j'écris, à quoi peut ressembler un monde dégradé, et surtout ce que signifie de devoir évacuer rapidement. Alors justement, les problématiques qui se posent dont on traite dans ce livre, un RBC, c'est que premièrement, c'est est-ce que vous allez être mis au courant qu'il y a eu un accident autour de chez vous? Là, évidemment, tout le monde avait entendu l'explosion, mais vous savez, une explosion, ça peut être un accident autre, ça peut être un avion qui s'est écrasé, ça peut être, voilà, une autre. Ça ne veut pas dire, qui dit explosion, vous entendez un grand bruit, boum. Ça ne veut pas dire que la centrale nucléaire à côté a explosé, ça peut être autre chose. Donc, surtout si on vous dit, il n'y aura jamais d'accident, tout est sûr. Donc, quoi faire? Eh bien, c'est là où le compteur Geiger, le dosimètre, ça va mesurer les doses que vous le gardez sur vous. Il va montrer les doses de microsievert ou de becquerel que vous allez accumuler. Ce sont des mesures de radioactivité. Mais le compteur Geiger va vous dire, là, si vous entendez un bruit, ou s'il y a un risque de guerre, ou si vous habitez près d'une centrale nucléaire et il y a quelque chose de bizarre,
le compteur Geiger peut vous aider à dire, ah, là, il y a quelque chose de pas normal, et effectivement, les mesures sont plus hautes que en temps normal. Donc peut-être que ça veut dire que c'est le moment de partir avant qu'on vous donne l'alerte. Mais on peut aussi donner l'alerte et à ce moment-là, il faut partir rapidement. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de quoi partir et être prêt à partir. Vous pouvez avoir bien sûr des pilules d'iode, on explique le dosage, on explique comment et dans quel cadre les utiliser. C'est pour saturer la thyroïde, qui est un des organes du corps, une des glandes, qui va stocker en fait du césium qui ressemble la thyroïde, à l'iode. Et le césium a le même nombre d'atomes libres que l'iode, et donc il va avoir tendance à être stocké par la thyroïde, et donc vous allez stocker un élément radioactif au lieu pas du calcium, donc je viens de le dire, l'iode. Voilà, l'iode, c'est bien, ça vient de la mer, ça nous permet de réguler énormément de fonctions que gère cette glande thyroïde, mais si vous le remplacez par du césium, c'est pas bon. Donc cancer, etc. Bon, évitons ça. Et donc savoir partir. Alors, très franchement, à moins de travailler dans une zone radioactive ou de devoir y aller absolument pour des raisons impérieuses, ça ne sert à rien d'avoir une tenue comme celle que l'on voit dans les films. Voilà, ces tenues avec des masques, des machins, etc. Si vraiment vous êtes un peu flippé parce que vous habitez près d'une centrale, je vais mettre un lien ici en bas d'une entreprise. Je crois qu'ils vous feront un petit rabais avec ce lien, mais bon, c'est un vieux lien que j'avais depuis longtemps. Ça va vous donner peut-être 10% de rabais, je ne suis pas sûr. Bref, en tout cas, l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin normalement d'un masque à gaz avec des filtres, etc. Parce que vous n'allez pas rester sur place, vous allez partir. Alors faites attention en fonction des vents, etc. L'idée, c'est de partir assez loin et d'être dans un endroit, si vous ne pouvez pas partir, on vous colmatez les fenêtres, les portes, les systèmes d'aération. Faites très attention pour que les particules radioactives ne rentrent pas. Évidemment, de manière réaliste, on va partir s'il y a un accident. Si c'est la guerre nucléaire générale, on est dans un autre problème. Et là aussi, on explique comment le faire dans ce livre. Je mets le lien ci-dessous si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu de ce voyage en Ukraine, à part l'Ukraine, mais ça c'est un autre sujet, peut-être un jour je ferai une autre vidéo sur mes impressions de l'Ukraine, de mes plusieurs voyages là-bas, c'est que l'accident est rare, l'accident peut arriver, et que les conséquences peuvent être spectaculaires, elles peuvent être tragiques, elles peuvent être dramatiques pour les gens qui sont contaminés au niveau de la santé, au niveau de l'espérance de vie, et donc il vaut mieux être un peu attentif. Donc le compteur Geiger, c'est important, savoir quoi faire, savoir comment déguerpir vite, et avec quoi, tout ça c'est expliqué évidemment dans ce livre, donc je vous encourage la lecture de ce livre. Pour les plus malins, vous le trouvez même gratos sur Internet, il a été piraté. C'est de bonne guerre, si ça vous intéresse. Sinon, il n'est pas très cher, je crois que c'est 25 euros. Enfin, voilà. Bref, 26 euros. Le prix d'un café ici en Suisse. Bref, non, le prix d'une pizza bon marché ici en Suisse. Voilà. Donc, à vous de réagir. En tout cas, laissez dans vos commentaires, abonnez-vous. Hein. Je dis jamais abonnez-vous à ma chaîne, mais voilà, abonnez-vous. Laissez vos commentaires ci-dessous. Ça peut être intéressant pour vous d'expliquer un petit peu comment vous aviez vécu à l'époque. Vous vous souvenez, on nous avait dit, ne vous en faites pas, le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière, etc. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais enfin voilà. Les journalistes ont raconté n'importe quoi. C'est normal, c'est leur habitude. Après tout, ils ne peuvent pas tout savoir. Mais à l'époque, ce n'était pas encore stipendié à ce point par des lobbies puissants. En tout cas, pas autant qu'aujourd'hui. Et clairement, vous avez eu cette expérience à l'époque où on vous disait attention, pas manger de salade, attention, ceci ou cela. Quelle a été votre expérience? Quels sont vos souvenirs? Et si vous êtes plus jeune, est-ce que Tchernobyl, c'est quelque chose de mythologique pour vous? Est-ce que pour vous, je sais qu'il y a eu... Bon, alors, on s'en a découvert que c'était un peu sponsorisé par le KGB. Mais toute cette campagne anti-nucléaire que j'ai vécue dans les années 90, moi j'ai été très écolo, j'ai milité écologiste, mais écologiste qui n'était pas contre le nucléaire, écologiste qui était contre la pollution, qui était contre... Voilà, aujourd'hui les écolos, ils ont détruit les centrales nucléaires pour les remplacer par des centrales à charbon. Quelle bande d'imbéciles. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire l'inverse.
Le charbon, il est utile pour d'autres trucs. Il ne faut pas l'utiliser pour le brûler, pour en faire de l'électricité. Le nucléaire est très, très sûr. Alors évidemment, il est très, très sûr, mais personne ne le veut dans son jardin ou à côté de sa maison. Donc il y a une grande discussion à avoir là-dessus. Mais la nécessité d'avoir de l'électricité bon marché est impérieuse. Donc on verra bien comment ces prochaines années, la Suisse est en train de faire volte-face sur son volte-face de vouloir éliminer le nucléaire d'ici 2030. D'abord, c'est pas possible, mais ensuite, c'est aussi pas possible au niveau des besoins d'électricité du pays. Donc, c'est un sujet qui est vaste. On parle aussi, dans ce livre, on débunk les mythes liés. Est-ce que, par exemple, une centrale nucléaire peut exploser comme une bombe atomique? Pas du tout, c'est impossible, ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant, on a entendu des militants écolos dire oui, c'est possible. Non, c'est pas possible. Et vous comprendrez pourquoi en lisant le livre. Mais surtout, voilà, ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse pour vous, c'est quoi faire, comment se rendre compte qu'il y a un danger. Ça, c'est tout un vrai problème. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait en termes de préparation avant que le danger arrive? Quelles sont les attitudes à avoir et les réactions à avoir au moment où le danger est identifié? Et ensuite, après le danger, comment est-ce que, par exemple, on se décontamine, comment on se change, comment on enlève ou comment on va disposer des vêtements contaminés ou des objets contaminés ou des gens contaminés. Les gens contaminés, on va les décontaminer en priorité, évidemment. Et surtout aussi, si vous deviez vivre à long terme dans une région, et évidemment, là on s'est basé de livres de scientifiques et de docteurs biélorusses et russes et ukrainiens qui ont étudié les gens qui ont été atteints et qui ont regardé, on parlait tout à l'heure, quels sont les aliments et qu'on peut manger, comment on les prépare, comment on décontamine un terrain, un potager, un élevage d'animaux, etc. C'est possible, c'est quelque chose qui a été fait et on a pu voir les manières qui ont donné les meilleurs résultats. Donc tout ça, on le relate dans ce livre. Sinon, ben voilà, le futur, c'est que nous rentrons dans des années de plus en plus à risque. Nous rentrons dans des périodes de plus en plus dangereuses, on le voit, avec des ramifications et des intrications, je ne sais pas si le mot est français, mais enfin avec des éléments d'effets d'enchaînement et d'effets domino, comme on dit, où voilà, une crise économique va faire peut-être que des budgets sur les centrales nucléaires vont être baissés, et que donc la sécurité va être moins bonne, et que donc l'accident est possible. Vous avez des intrications, c'est peut-être ça le mot que je cherchais, qui seront de plus en plus grandes et de plus en plus importantes. Et donc nous devons être attentifs, nous devons savoir pousser les politiques et les agences qui gèrent ces centrales à faire les bons choix. Malheureusement, nous vivions dans un monde d'ignorants. Les pauvres ingénieurs qui tournent là-dedans, ils se tirent les cheveux parce qu'ils font face à des politiciens et de la bureaucratie qui ne comprend rien, et aussi une population qui n'est pas informée. Donc, et qui manque de culture générale. Alors, les politiciens ne comprennent rien, on le voit dans les guerres actuelles. Ils savent pas, ils déclenchent des trucs qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils ne comprennent pas les conséquences. Donc, faisons attention. Encore une fois, c'est une source d'énergie sûre, une des plus sûres, si ce n'est la plus sûre d'énergie, une des plus bon marché. Vous allez me dire, oui, mais on ne tient pas compte de la décontamination. Ça se discute. Mais en tout cas, de la démolition et de la décontamination d'une centrale une fois qu'elle est vétuste, une fois qu'elle est obsolète. Mais en tout cas, pour le Pékin moyen, comme vous et moi, si on habite à côté, et on habite tous à côté d'une centrale en Europe de l'Ouest, hein, parce que moi, la plus proche, elle est à Lyon, c'est Crémarville. La plus proche de là où j'ai ma base, ça doit être... bon, elle est un peu plus loin, il n'y en a plus en Italie, mais il y en a encore en Suisse allemande. Bref, la réalité des problèmes radiologiques demeure. Je vous laisse. Donc aujourd'hui, nous sommes un dimanche, le 26 avril. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et surtout, comme toujours, préparez-vous. Les temps vont être difficiles, mais on peut amenuiser l'effet sur nous en ayant un petit peu de préparation, surtout faire du réseau et comprendre les alertes avant qu'elles arrivent. Oui, j'ai oublié de dire, vous voyez des gens anxieux, des sirènes, etc., qui vont en direction de la centrale nucléaire qui est tout près de où vous habitez. Sortez le compteur, vérifiez, allez voir. Ayez des contacts chez des gens qui travaillent dans la centrale nucléaire. Voilà, vous les invitez pour un café, tout ça. Et puis le jour où il y a un problème, vous les appelez en disant c'est quoi ce problème? Le mec dit je ne devrais pas te le dire, mais c'est le moment de partir.
Voilà, vous venez de gagner 1 heure, vous venez de gagner 5 minutes, c'est toujours ça de prix pour vous, votre famille, etc. Bref, tout ça, on l'explique dans le bouquin. À très bientôt, préparez-vous.